Bienvenue dans l'heure sup, je suis Arnaud Chanteloup. Et je suis Marine Ulrich. Aujourd'hui, nous recevons Johan Bizy, le directeur Europe de Frédéric Constant, Citizen et Alpina. Bonjour Johan. Bonjour. Salut Johan. Salut. FCE, je devrais dire, c'est Exactement, Frédéric Constant Europe. ça Frédéric Constant Europe, on est très heureux de t'avoir au ravis. micro. Moi également, et merci beaucoup pour cette belle invitation. C'est un plaisir. En plus, quand même, ces derniers mois ont été très intenses pour FCE, qui est devenu une entité majeure de l'horlogerie française, désormais, enfin européenne maintenant. Européenne, oui. Alors, le but a été, suite au rachat du groupe Citizen de la société Frédéric Constant, et donc de l'absorption de la société de distribution dans laquelle je travaillais, de développer une entité européenne. Qui s'appelait Templus. Qui s'appelait Templus, voilà, le distributeur indépendant dans lequel j'ai commencé et dans lequel j'ai fait mes armes. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? On est plutôt là pour parler des marques, mais est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Comment t'en es arrivé dans l'horlo? C'est quoi ton rapport à l'horlogerie? Ça a toujours été quelque chose qui te titillait ou... Alors, pas du tout. Mon parcours a été assez atypique. J'étais plutôt passionné d'automobile. Moi, mon rêve, c'était d'être ingénieur dans la Formule 1. Donc, c'était un rêve depuis toujours. Passionné de Formule 1, passionné de voitures récentes ou de collection. Ah ouais. Et j'ai commencé mes études donc dans ce but-là. Je me suis vite rendu compte que mes études allaient me mener pas du tout dans ce métier, parce que c'est un métier qui était très fermé. Et j'ai décidé d'essayer d'autres secteurs. Donc j'ai fait de la production, j'ai fait beaucoup de choses, et j'ai terminé en école de commerce. Et cette école de commerce m'a permis de m'ouvrir l'esprit. Moi, je viens de banlieue parisienne, donc j'avais pas du tout la fibre luxe. On parlait pas de luxe, on parlait pas de montres ou d'horlogerie. Mais cette école de commerce, avec ses options différentes qu'on peut choisir, m'a fait vraiment ouvrir mon esprit sur ce qui peut être fait dans ce milieu du luxe, dans ce magnifique milieu. J'ai dû aussi choisir une alternance, d'accord ? Cette alternance m'a donné le choix entre une très belle maison de luxe de mode ou de commencer dans l'horlogerie avec des marques qui étaient complètement inconnues, mais de voyager dans le monde et de faire mes armes très jeune dans la vente de montres. Donc, tu as choisi ça, l'horlo. Exactement. Et j'ai choisi l'horloge, j'ai pris ce risque. Alors, beaucoup auraient choisi le nom sur un CV, j'ai plutôt choisi l'expérience. Je le conseille à tout le monde d'ailleurs. L'alternance, c'est très, très important. Donc, cette prise de risque m'a fait découvrir un très beau salon qui a été Baselworld. Donc voilà, j'arrive dans cette société, on me fait découvrir Baselworld et je tombe dans un milieu d'extraterrestres, extrêmement chaleureux, plein de passion. C'était une ruche, quoi. En plus, Baselworld, ça n'existe plus. C'était un salon horloger qui se passait à Bâle. Apparemment, la foire de Bâle manque à tout le monde. Voilà. Et tu sais, en aparté, j'y suis jamais allé. Moi non plus. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'était quelque chose de... À mon grand regret d'ailleurs, parce que ça avait l'air incroyable. Ouais, ça avait l'air incroyable. Bah écoute, moi j'ai fait ma première foire de Bâle à 23 ans. J'en ai 38. Donc j'ai vécu les belles années de la foire de Bâle jusqu'au moment où ils ont décidé de changer de stratégie et certaines marques sont parties. Mais ça a été pour moi, on va dire, mon premier grand souvenir dans l'horlogerie et ce qui m'a fait m'intéresser énormément à ce secteur et à ce milieu. J'avais 23 ans à l'époque, donc voilà, on est là pour apprendre et pour faire des choix de vie. On va dire qu'avant 23 ans, je savais pas du tout ce que je voulais faire et après 23 ans, j'ai su que j'allais rester dans l'horlogerie toute ma vie. C'est assez jeune en fait déjà pour en être sûr. C'est très mature. Oui, mais alors vous êtes bien placé pour savoir que quand on tombe dans ce milieu, on y reste. C'est quelque chose qui est assez important. On a envie d'y rester en tout cas. On a envie. On essaie d'y rester et on fait tout pour y rester. Donc suite à cette expérience, j'ai été embauché par mon mentor qui s'appelle Jean-Jacques Weber, qui est le président de la Fédération horlogère française maintenant, qui m'a dit voilà, je cherche un petit commercial nord, tu vas faire tes armes. Donc après cette expérience plus internationale, j'ai fait mes armes en France, dans le nord de la France. Je peux vous dire que l'hiver à Dunkerque, c'est pas oufissime, mais ça m'a vraiment servi. Et ensuite, voilà, l'avenir a été, le futur a été bon pour moi puisque j'ai fait commercial à Paris, chef des ventes, directeur commercial.
Tu as vraiment gravi les échelons dans cette boîte. Exactement. Donc aujourd'hui, tu es directeur Europe des trois marques. En gros, est-ce que tu peux expliquer à tout le monde en quoi consiste concrètement ton job ? Alors mon job est très 360 puisqu'il consiste à choisir les bons produits pour les bons marchés. Donc on parle des marchés avec des goûts différents, avec des maturités de marques différentes aussi. Donc on commence par choisir les produits pour les marchés, on définit les stratégies commerciales de ces marchés, on définit ensuite les stratégies marketing, communication, et on fait en sorte que tout s'imbrique bien pour arriver à fitter avec les envies des consommateurs, des touristes de ces différents marchés en Europe. Donc mon travail, ça va être le chef d'orchestre de tous ces différents secteurs qui font à la fin l'entité l'entité totale de la société. Mais parce qu'il y a vraiment des besoins. Je pense qu'on se rend pas bien compte qu'en Europe, il peut y avoir vraiment des besoins très très différents selon les pays alors. Exactement, oui. On va avoir, suivant les pays, mais qui sont parfois tout proches, on prend la France et l'Allemagne, la France et la Belgique, des besoins de consommation qui sont différents, des budgets différents aussi, des envies différentes. Et comme certaines marques sont plus matures dans des marchés que dans d'autres, on va avoir aussi, vous savez, l'horlogerie, on a un peu des suiveurs de tendance aussi parfois. Et quand une marque est forte dans un marché, on va avoir d'autres marques qui vont essayer de la suivre avec des goûts différents, avec des styles différents. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et toi, c'est aussi ton rôle de sentir cette petite tendance qui arrive et justement de la suivre de temps en temps, et puis de temps en temps, peut-être être celui qui est suivi, j'imagine. C'est ça, en fait. Exactement. On est plus dans le côté, nous, on essaye d'être un peu précurseur sur certains produits, certaines tendances, certaines couleurs, mais aussi de suivre les tendances actuelles, puisqu'on ne peut pas se couper des tendances. On peut pas être précurseur sur tout, quoi, finalement. Exactement. Et c'est quoi la spécificité majeure par exemple, de la France sur une marque comme Frédéric Constant ? La spécificité majeure de la France déjà sur l'horlogerie, c'est que c'est un marché qui est extrêmement mature en horlogerie. Beaucoup de passionnés d'horlogerie en France. Les marques on va dire, les plus fortes ont atteint un niveau de maturité qui est assez grand. Qu'est-ce que tu entends par maturité ? On parle souvent de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Maturité veut dire qu'elles ont une distribution parfaite, elles ont déjà trouvé leurs clients, elles sont déjà présentes sur le marché depuis énormément d'années. On en parle de marques qui sont centenaires, bicentenaires. En général, le premier marché a été le marché suisse et ensuite le marché français. D'accord. Nous, avec nos marques, que ce soit Frédéric Constant, Alpina et Citizen, on est plus des challengers. Donc on est moins mature, on va avoir plus de travail forcément, mais on va avoir aussi plus de leviers de développement que des marques qui sont déjà présentes depuis des centaines d'années. Et en termes de maturité, est-ce que tu le ressens aussi au niveau du client en France par rapport à d'autres marchés ou pas du tout ? J'imagine que toi, tu dois avoir d'ailleurs une clientèle très différente à ce niveau-là entre les trois marques. Alors oui, pour la première question, on ressent des différences, oui. Le marché français, les clients et les consommateurs d'horlogerie sont beaucoup plus pointus. Ils savent réellement ce qu'ils veulent. À une époque où les montres étaient de grand diamètre, on était déjà en France en train de penser oui, mais on veut des plus petits diamètres de nos boîtiers parce qu'on est plus mature, on veut moins de montres bling bling, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. On veut vraiment avoir des montres passe-partout, classiques, chic, intemporelles. Voilà. Nos trois marques, nous, se complètent. Que ce soit Frédéric Constant en classique, chic, intemporel, Alpina en sport et Citizen qui va être une marque plus accessible. On a des marques qui ne vont pas se cannibaliser, avec des consommateurs différents qui peuvent pas fort se retrouver. On peut avoir un consommateur Frédéric Constant qui achète une Citizen, mais il est vrai que nos trois marques vont vraiment plus se compléter que se cannibaliser. Et justement, comment toi tu fais et comment d'ailleurs les équipes, j'imagine, font pour gérer comme ça, bon, même si c'est toi qui es tout en haut, donc tu gères toutes les marques, mais pour gérer justement ces grands écarts entre ces trois marques qui se complètent, j'imagine que ça parfois ça doit être un petit peu schizophrène, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, alors faut pas le dire à mon médecin. Clairement, oui, il faut savoir couper son cerveau en trois. Pas trop se disperser non plus. On va dire que parfois on va avoir une journée Frédéric Constant, une journée Alpina, une journée Citizen, mais que le jeudi, on va tomber sur il faut tout faire pour les trois marques. Il faut arriver à vraiment
fragmenter son cerveau, mais en réalité, c'est un petit peu toujours la même chose. On va parler de marque horlogère, donc les montres donnent l'heure. Toutes les montres de l'horlogerie donnent l'heure, donc déjà on part du même principe. C'est pas vrai. C'est pas vrai de temps en temps, mais nous en tout cas, ils le donnent. On doit réfléchir différemment suivant les positionnements de marque, oui, mais le principe est le même. On va toujours commander les montres, on va toujours devoir faire du marketing, on va toujours devoir les promouvoir de façon différente certes, mais les bases sont les mêmes. Et dans la gestion, au niveau des équipes, tu as des équipes dédiées Alpina, dédiées FC, dédiées Citizen, ou à chaque fois, par exemple dans marketing, les personnes s'occupent un peu des trois ou... Alors, en Europe, les personnes sont toutes polyvalentes. Un commercial Citizen doit être capable de vendre du Frédéric Constant, du Alpina, même s'il est 100% dédié à la marque. Au niveau du marketing, on va avoir des équipes qui sont aussi capables de tout faire. Après, oui, elles vont avoir des choix de marque, mais moi j'aime bien les faire changer aussi, pour qu'elles puissent apprendre différemment, pour qu'elles puissent aussi apporter une expertise qu'elles ont acquise dans une marque sur une autre. Ok. C'est assez spécifique de ce groupe finalement, parce que ça arrive assez rarement aujourd'hui d'avoir comme ça un panel de marques aussi large. Alors le groupe Citizen est un groupe de 120 marques différentes, donc 120 sociétés différentes, on va dire, qui regroupent beaucoup de marques, et ils ont fait le choix de concentrer certaines marques sur les mêmes entités. D'accord. En général, ce choix a été fait sur Citizen, Frédéric Constant, Alpina. On va aussi avoir Arnold Henson, on a racheté la manufacture La Joux-Perret, par exemple. Mais avoir 3 marques dans une même entité, ça permet de créer énormément de synergies. Et c'est vraiment une volonté du groupe de créer ces synergies. Alors moi, je vois pas trop les synergies que ça crée entre tout ça. Non, je sais pas, Marine, ce que tu en penses. En termes de développement de produits, parce R&D, j'imagine. On a quand même Frédéric Constant qui est le grand classique, comme tu disais tout à l'heure, le chic classique. Alpina qui est vraiment beaucoup plus sport, et puis Citizen qui est pour le coup un peu plus accessible. Donc c'est vrai que je pense que j'arrive pas trop à le voir. Oui, parce que toi, tu as connu FC indépendant. Donc, quand ça a été racheté, j'imagine, c'est grand chamboulement. Mais donc oui, ok, maintenant il y a des synergies, mais j'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients à se faire racheter par un grand groupe. Tu as peut-être moins de liberté, moins de... Alors, il y a différentes questions dans toutes ces questions. La première question, c'est se faire racheter par un grand groupe. Au début, ça fait extrêmement peur. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, comme tout grand groupe qui rachète, ils vont s'immiscer dans nos stratégies, ils vont vouloir mettre leurs copains à la tête des marques, on va vraiment perdre la main et on va perdre l'ADN. Nous, il faut vous dire, on se connaît suffisamment pour le dire, on est vraiment une grande famille. On avait peur de perdre ce côté famille et que des personnes qu'on ne connaît pas viennent s'immiscer dans nos stratégies. En l'occurrence, la volonté des créateurs de Frédéric Constant, lorsqu'ils ont vendu la marque, ils avaient plusieurs choix de groupe. Ils ont choisi Citizen puisque la volonté du groupe Citizen a été de dire « Ok, financièrement, ça va être une grande aide pour vous. D'accord ? Le plafond de verre que vous aviez en tant que marque indépendante, on va le briser financièrement. Mais structurellement et stratégiquement, vous allez rester indépendant. » Un grand exemple, Frédéric Constant, en termes de production, de capacité de production, étant marque indépendante, on était un petit peu bloqué. Citizen est arrivé et a investi suffisamment d'argent pour qu'on puisse doubler la taille de la manufacture à Genève. Ça a été un exemple de synergie, mais les synergies, il est vrai, sont plus structurelles que produits. Mais on y vient. La première synergie a été faite cette année dans le groupe. Donc Frédéric Constant utilise des mouvements de la manufacture La Joux-Perret, qui est basée en Suisse également, qui appartient au groupe, et commence à intégrer certains des mouvements de cette manufacture dans leur modèle. C'est sur quel modèle là Alors on va voir les classiques automatiques qui sont équipés de mouvements La Joux-Perret, et les chronographes de la collection High Life qui sont aussi avec des mouvements chronographes La Joux-Perret. J'imagine que d'avoir comme ça un lien avec La Joux-Perret, ça va vous permettre de mettre justement des mouvements un petit peu plus prestigieux sur Frédéric Constant en fait. Alors des mouvements plus prestigieux non, mais des mouvements de la manufacture La Joux-Perret oui. D'accord. Nos mouvements prestigieux sont nos calibres manufacture Frédéric Constant. Et ça a aucun rapport avec La Joux-Perret? Non, ça n'a strictement aucun rapport avec La Joux-Perret. On a 31 calibres développés dans notre manufacture à Genève. Mais 31 depuis peu. Exactement, 31 depuis peu, depuis 2 semaines, depuis réellement. 2 semaines, exactement. Depuis Genève, les Geneva Watch Days.
Donc, c'est le mouvement Big Date. Et pour nos 35 ans, donc cette année, on a lancé ce 31e calibre. Mais l'ajout Perret va nous servir à renforcer le milieu de gamme. D'accord. Donc, à monter en gamme sur nos mouvements pour nos collections de segments milieu de gamme. Et à sortir de l'usage des grandes maisons, enfin des grands fournisseurs de mouvements. Non, Ouais. pas forcément. Alors, nous, Merci, on Marie. se fournit essentiellement chez Celita, Ouais. qui est le concurrent d'Eta. Je pense que tu as dû en parler dans tes précédents podcasts. Mais nous, c'est juste pour amener une addition, on va dire. On crée des synergies dans le groupe. On ne va pas remplacer un fournisseur qui existe déjà, mais on va proposer quelque chose de différent. Mais pourquoi pas utiliser du Miyota? Alors Miyota, comme c'est un mouvement japonais et que nous on est Swissmade avec Frédéric Constant, on est Pourtant c'est le même Swissmade. groupe que... C'est le même groupe, oui. oui. Pourtant, parce que je dis ça parce que oui, c'est le même groupe que... Enfin, c'est Citizen. Exactement, donc ça fait partie, Miyota, ouais. qui est un des plus grands fournisseurs de mouvements du monde, Ouais. mais ce sont des mouvements japonais. Étant une marque Swissmade avec Frédéric Constant, on va utiliser que des mouvements Swissmade. Donc soit on fabrique nos propres calibres, nous-mêmes en interne, soit on va utiliser des fournisseurs suisses. Mais D'accord. Miyota, par contre, qui équipe, je pense, 80% des marques dans le monde, va être le mouvement privilégié dans la marque Citizen, que D'accord. l'on distribue aussi. Ouais, là, ça aurait pu être une synergie, tu vois. J'espère qu'on va pas perdre tout Non, le monde avec ces trois marques différentes. C'est quand même un podcast destiné aux passionnés d'horlogerie. Donc, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Alors justement, c'est quoi l'importance des mouvements chez vous, les mouvements manufacture? Il y en a 31 aujourd'hui, et ça va encore grandir. C'est ça énorme, va, hein. c'est beaucoup, c'est hein. beaucoup. Alors, l'importance, elle est différente. Déjà, il y a une importance d'image. Une marque horlogère, donc Frédéric Constant, comme je l'ai dit, on célèbre nos 35 ans. 35 ans, dans l'horlogerie, c'est rien du tout. Mais par contre, 35 ans dans une vie d'homme, c'est énormément. D'accord ? C'est beaucoup de temps. Donc nous, on a décidé en 35 ans de rattraper les 200 ans d'histoire qu'on n'avait pas. La première chose à faire, c'est vraiment de montrer sa légitimité horlogère et c'est du coup de prouver sa capacité à créer ses propres mouvements pour rattraper certaines grandes maisons qui n'ont, elles, pas 31 calibres manufacture à proposer. Ça a été vraiment un vecteur d'image, de légitimité et aussi de montée en gamme. Puisqu'aujourd'hui, on voit quand même une appétence des marques à monter en gamme, à partir très très haut dans les prix. Même Frédéric Constant. Comment ? Même Frédéric Constant. Même Frédéric Constant, mais en gardant aussi notre base. C'est-à-dire que nous, on ne va pas se dépositionner et arriver sur un segment qui n'était pas le nôtre au départ. Vous vous étendez. Et on s'étend, voilà. On crée une pyramide produit qui est complètement cohérente, avec du quartz, de l'automatique et des pièces images qui sont nos mouvements manufacturés. D'accord. Et là, vous allez en ressortir, j'imagine, c'est dans le pipe. Il y a pas mal de choses qui sont dans le pipe. Alors, on a déjà validé jusqu'à 2025-2026. Un petit teasing, c'est qu'on va aussi travailler sur la technicité de nos bases existantes, de nos bases de mouvements existantes. On va augmenter la réserve de marche. On va augmenter la qualité. On parle de beaucoup d'évolution, mais aussi, oui, bien entendu, de la création de nouveaux calibres qui viendront compléter la gamme. Ok. Et pour parler un peu plus business, comment se porte le marché horloger en ce moment en Europe? On a entendu qu'il y avait eu quand même un très très gros boom post-Covid et puis qu'aujourd'hui c'était un petit peu plus calme, sachant qu'au moment où on enregistre le podcast, on est fin 2023, pour ceux qui l'écouteraient ultérieurement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, le marché français. Le marché français, en général, a explosé avant le Covid. D'accord. Les 5 ans qui ont été passés avant Covid ont été 5 années majestueuses pour l'horlogerie. L'appétence des clients asiatiques à venir à Paris, notamment, à consommer énormément, fait que beaucoup de marques ont fait grandir leur chiffre d'affaires. Mais elles ont aussi changé le style de leurs produits. C'est-à-dire que pour fitter avec ce nouveau type de consommateurs qui arrivait, se sont aussi un petit peu dépositionnés vis-à-vis des clients locaux. Dépositionnés en prix, donc on parle de la montée en gamme de certaines marques, dépositionnés au niveau du style, puisqu'il fallait qu'elles créent des montres qui puissent plaire à ce nouveau type de consommateurs qui arrivaient un petit peu comme la cerise sur le gâteau, mais qui sont transformés en gâteau tout entier. Covid arrive, beaucoup de marques qui se sont concentrées que sur ces clients-là ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires. On est tous bien placés pour le savoir, ça fait très mal. Voilà. Nous, non. Pourquoi ? Puisqu'en fait, on a considéré toujours ces clients d'avant Covid, donc ces clients
étrangers et ces touristes comme la cerise sur le gâteau. Donc, le Covid est arrivé. Alors oui, il y a eu les mois de fermeture, mais le boom dont tu parlais tout à l'heure est vraiment arrivé pour nous. C'est-à-dire que les clients locaux basés en France n'ont pas consommé pendant plusieurs mois. Et quand tout a réouvert, notamment les horlogeries, bijouteries, les grands magasins, etc., ils se sont mis à surconsommer même. Et nous, on a vu que comme on a continué à communiquer sur les clients locaux, on a eu un boom de notre marque après Covid. C'est vrai. Avec la sortie de modèles qui allaient bien aussi. Exactement. Donc 2020, les lancement de la Life, collection High Life, Lifestyle, bracelet acier intégré. Il y avait aussi des bons choix produits quoi. Mais pour plaire à notre marché, Oui, voilà. en effet. Voilà, on parlait du marché français. Il y a eu le Covid, enfin il y a eu l'avant-Covid, le Covid et l'après-Covid. L'après-Covid a été extraordinaire. On a vécu une année, on n'arrivait pas à produire suffisamment pour livrer les marchés. Et puis tout d'un coup, une autre crise est arrivée, un petit peu financière, immobilière, etc. Et les marques qui sont montées en gamme, trop parfois, peinent un petit peu aujourd'hui. Voilà. Mais quand tu dis trop, moi je suis entièrement d'accord parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le prix d'une montre sortie de manufacture, tu te demandes quel client français peut s'acheter une grande marque tout de suite. La réponse est dans ta question, c'est-à-dire quel client français ? Très peu. Mais par contre, la volonté de certaines marques dans leur montée en gamme est de viser d'autres marchés que le marché français. C'est de se décorréler totalement du marché. Voilà, c'est délaisser un marché de certains clients. Il faut pas se leurrer, la France, c'est un marché d'image, pas un marché de chiffre d'affaires pour les marques. Sauf pour Frédéric Constant. Sauf pour nous. Sauf pour Frédéric Constant, l'Épinal et Citizen, puisque nous, on a voulu prendre justement le pendant de tout ça. On s'est dit, si les autres ont cette stratégie, notre stratégie va être celle-ci, maintenant. Donc, on a décidé de faire un très gros focus sur les clients locaux et européens, de proposer toujours des bonnes montres de très bonne qualité, mais au bon prix, sans nous dépositionner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une sorte d'appel d'air qui se fait, que ce soit pour Citizen ou pour Frédéric Constant et Alpina, qui fait qu'on est seul sur des segments. Et ça, c'est assez sympa pour nous, puisque on a vraiment un espace libre qui s'ouvre devant nous. Le marché en lui-même va pas si mal que ça. Il va mal si on se compare aux années d'avant Covid, mais il va plutôt bien en réalité. Il y a quelques segments de prix qui souffrent plus que d'autres. Voilà. Et comment tu vois l'évolution de ce marché à plus ou moins court terme ? Alors, plus ou moins court terme. À court terme, je pense que le marché va continuer comme ça. On a un marché mature, donc on va avoir des petites progressions. À long terme, il va falloir que les marques se réveillent, se disent aussi que l'horlogerie vient d'Europe, que les clients locaux veulent consommer. Ils veulent trouver des montres de très bon rapport qualité-prix. Et il va falloir aussi peut-être redescendre d'un piédestal. Voilà, quitter un certain piédestal. Mais tant qu'ils ne le font pas, ça m'arrange, en réalité. On voit certaines augmentations de prix qui sont très surprenantes, quoi. Je ne sais pas comment les clients, au fur et à mesure, vont réussir à... Enfin, je parle de certaines marques haut de gamme, des 10-15% quasiment 2 fois ou 3 fois par an. C'est colossal, non ? Alors, c'est difficile à suivre. Après, il y a différentes choses sur ces augmentations de prix. Il y a aussi les matériaux qui ont augmenté dans le monde entier. Il y a beaucoup de coûts qui augmentent, le coût de transport. Tout augmente en réalité, l'inflation, etc. Après, il est vrai que certaines augmentations sont décorrélées de ça. Toi, je veux dire, avec ces marques-là, vous arrivez à gérer comme ça Nous, le parti pris de nos marques, et on a toujours été, c'est faire moins de marge que les autres, mais faire beaucoup de volume et prendre des parts de marché. Donc, on va continuer comme ça. On a décidé de faire qu'une seule augmentation en 2 ans, alors que certains en ont fait 5, 6, 7 parfois. Alors, ça tend un petit peu le côté marge, mais par contre, en termes de part de marché, en termes d'image, ça nous met vraiment en avant, puisque la personne qui va en magasin aujourd'hui, qui veut une montre entre 1000 et 2000, il n'y aura pas grand-chose d'autre que Frédéric Constant. Ouais, elle trouvera son bonheur chez vous avec de la qualité derrière. Exactement. Exactement, tu as dit ce qu'il allait dire. Il pouvait pas dire mieux. Il m'a coupé la parole, mais d'une façon magistrale, j'ai adoré. Et sur le style, j'avais envie de parler du style de Frédéric Constant. Comment justement vous arrivez à garder ce style très classique tout en quand même en essayant de se trouver un peu de l'air frais avec justement des modèles comme la High Life. Vous n'avez pas un peu trop peur de perdre justement cette clientèle un peu chic et très traditionnelle ? Alors c'est une excellente question.
on s'est posé la question. Aujourd'hui, Frédéric Constant a créé toute sa notoriété grâce à son ADN classique, chic et intemporel. On a dû suivre un certain trend, une volonté du marché sur les montres bracelets acier intégrés. En 2020, on a lancé donc cette collection High Life qui est venue compléter notre collection classique. Mais aujourd'hui, en réalité, c'est toujours 60% de classique et 40% de collection sport chic. Et on va garder ce ratio-là. On voit d'ailleurs que toutes les nouveautés de cette année essentiellement sont de collection classique, puisque pour nos 35 ans, on a lancé un tourbillon classique et une montre Big Date, réserve de marche classique. Donc, on reparle de notre ADN classique. Il y a aussi le fait que le marché est en train un peu de changer. On a vu beaucoup de montres bracelets acier. On est en train un peu de s'en lasser peut-être. Tout le monde voulait certaines marques très connues, bracelet acier, difficile à avoir. Ok, on demande une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, on n'a pas la montre. Ça commence à être Quand on l'a, on la porte pas parce que c'est un petit peu risqué. C'est très risqué même maintenant. Donc on achète une Frédéric Constant, mais pour le coup, on va plutôt revenir vers du classique. À mon avis, les 5 prochaines années, on va voir aussi ce petit changement-là. On voit une belle marque comme Rolex dont on peut parler, qui ressort une nouveauté classique. Oui, c'est vrai. D'accord. Une marque comme Cartier qui a le vent en poupe en ce moment comme jamais, et c'est essentiellement classique. Oui, et en fait, on voit quand même que les key brands, on appelle ça, mise aussi sur ce type de modèle. Mise sur ce type, mais vont aussi être leaders d'opinion. Pourquoi ? Parce que ces marques-là communiquent plus que les autres. Elles font des billboards, elles font des grandes campagnes. Une aura naturelle aussi. Enfin, c'est une aura. Il y a une aura naturelle, mais le consommateur final qui va peut-être pas avoir envie d'acheter de montre, s'il lit des magazines, s'il ouvre les yeux dans la rue, il va voir ces marques-là. Donc si tout d'un coup elles se mettent à porter, ces marques ont un bracelet cuir par exemple à la place d'un bracelet acier, on va vouloir un bracelet acier inconsciemment quand on va un bracelet cuir inconsciemment quand on va vouloir acheter une montre. Et là, il faut qu'on essaye d'anticiper ces tendances. Et là vous êtes là. Et là on est là. Parce que c'est un petit peu votre spécialité, quoi. Exactement. Et mais pour autant, vous avez su, d'ailleurs, que ce soit sur Citizen ou sur Frédéric Constant, parler un petit peu moins d'Alpina, parce que c'est quand même une marque qui est plus spécifique, très sport, avec des modèles plus marqués, mais vous avez su prendre, par exemple, le pli des cadrans de couleurs, avec comme ça des déclinaisons de couleurs. Vous n'êtes pas resté trop dans votre style trop classique, quoi. Alors voilà, dans la collection classique, on est resté dans le style classique. Cadran blanc, cadran bleu, cadran vert, classique. Par contre, la collection High Life nous permet de nous exprimer, de suivre les tendances. Donc oui, il y a du bleu, oui, il y a du rose, du vert, du noir, il y a beaucoup de couleurs, du champagne, etc. Et cette collection, justement, plus lifestyle, nous permet de suivre les tendances. Mais la collection classique va, elle, rester dans les codes classiques. Et quel est l'impact, enfin la place, votre place, vous, c'est chez Frédéric Constant Europe, dans le développement des modèles de Frédéric Constant. Vous avez, enfin, toi, par exemple, tu as ta voix qui est entendue au siège quand tu dis tiens, ce modèle-là, il pourrait être pas mal, ou alors tiens, peut-être réduisez la taille, augmenter la taille de la couronne. Vraiment, on t'écoute ou on n'a rien à faire? Alors, non, mais on m'écoute. Il y a des marques où je sais que il y a absolument aucun sur le développement produit. Ouais, il y a pas du tout. Il y a plein de marques de grandes marques suisses où ils reçoivent les nouveautés. Soit ils sont au courant avant, soit ils sont même pas au courant. C'est vrai qu'ils les voient même pas parfois. Ils les voient même pas. Ils ont absolument aucune et on leur livre le truc et voilà quoi. Alors j'ai la chance ou j'ai plutôt forcé la chance d'être intégré dans tous les développements de nouveautés. Okay. En gros. Pendant le Covid, je me suis dit, il faut qu'on sorte une montre qui va être parfaitement en corrélation High Life, donc comme dont tu parlais, avec les consommateurs français. Et on a eu l'idée, j'ai eu l'idée tout seul dans mon coin de créer la High Life en 39 mm, avec différentes couleurs de cadran, kaki, bleu, noir, etc. Ça a été un succès mondial. Ouais. Et depuis ce succès mondial, j'ai la possibilité de créer mes propres séries limitées. Ça t'a donné une légitimité. Ça a donné une légitimité. J'ai aussi un CEO qui est très ouvert d'esprit et qui va faire participer ses directeurs dans le développement des nouveautés des marchés. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Europe toute consolidée, on pèse quand même une
part essentielle du chiffre d'affaires de la marque et il faut absolument qu'on puisse valider ces modèles avec lui. Voilà. Donc, on est intégré dans tous les développements de produits. On voit les collections 2 années à l'avance. Ouais, c'est chouette. Ouais. Voilà. On est vraiment très, très intégré. Donc, on ne pourra jamais recevoir une montre qu'on n'aime pas, j'allais dire, mais qu'on n'a pas validée. D'accord. Donc, il faudrait peut-être qu'on lui demande une montre L'Heure Sup, avec L'Heure Sup sur le cadran. C'est peut-être faire un petit développement Édition produit. limitée. Ouais, édition limitée. Moi, je reviens un peu sur Alpina, où on disait que c'était un peu votre gamme sport au sein du groupe. Alors, justement, je trouve que pas tant, puisque les dernières qu'on a vues pour l'anniversaire sont... Enfin, les éditions limitées anniversaire et après celles qui ont suivi sont pas du tout sportives. Non. Alors ça, c'est un vrai parti pris chez Alpina d'avoir un peu une montre plus classique, rectangulaire, bracelet cuir. C'est quelque chose qu'on n'attendait vraiment pas. Alors, c'est un parti pris, oui et non. Il y a une très grande tendance horlogère pour les marques qui sont centenaires. Donc, Alpina a célébré ses 140 ans cette année. C'est de revenir à des collections héritage. Alpina, en gros, il y a 2 pans de collection qui sont quand même prédominantes. Il y a la collection extrême, avec ses nouvelles boîtes bracelets acier intégré ou caoutchouc, et nos collections héritage. Et on a fouillé dans le musée. On allait voir dans le musée, on allait voir dans les archives, et on a trouvé justement ces montres rectangulaires qui peuvent faire penser à certaines très belles montres de grandes marques rectangulaires. Et on s'est dit, ok, go, on va lancer notre montre rectangulaire liée à cette collection. Et on appelle ça une collection héritage dans l'horlogerie. Après, il y avait Vous aussi savez un tous. petit peu l'occasion qui fait le larron, comme on dit, d'avoir ces mouvements. Exactement. Parce que il y a la version historique avec les mouvements vintage. Alors, on a su chiner et trouver 28 mouvements d'époque, donc des mouvements remontage manuel carrés, pour pouvoir les insérer dans des montres boîtiers en argent qui sont vraiment liés à cette réédition de la montre carrée de l'époque. Et ça a été beaucoup de travail de chiner ces mouvements, et on a pu créer donc 2 séries limitées, 14 pièces et 14 pièces, de cette collection carrée. Qui est très canon. Alors moi, là où j'ai été un petit peu déçue, j'ose le dire, c'est quand j'ai découvert, après, donc ça, on parle des éditions limitées qui sont en diamètre, Alors c'est en diamètre, c'est assez restreint, je crois que c'est 30 Oui, 30, ouais, je crois. 28, mais 20, ouais. C'est carré, enfin c'est rectangulaire. Mais c'est rectangulaire, donc oui, c'est plutôt, faut donner faut donner tous les côtés. Oui. Mais oui, c'est une petite montre rectangulaire avec vraiment une taille héritage. Et j'anticipe. Mais oui, parce que celles qui sont sorties il y a 2 semaines, je me suis dit, au moins ça va pas être l'édition limitée, on va retrouver. J'étais un peu déçue qu'elle soit pas en 2 tailles différentes et que ça soit quand même Ce sera en plus un plus gros modèle. Un petit peu grosse pour les petits poignets, quoi. Ouais. C'est Moi, vrai. j'avais tellement aimé en fait l'édition héritage anniversaire que je m'étais dit qu'il allait avoir un peu une suite. Alors il y a la suite, mais sur un plus gros cadre. Plus gros On diamètre. va faire confiance à Johan pour nous sortir une petite. Alors, petit voilà, modèle. j'ai on demandé. essaie- Voilà, c'est ça, Elle m'a demandé 3 fois déjà. On essaie. Alors, en réalité, si tu n'avais pas vu la version héritage, peut-être que la nouveauté que tu as vue il y a 2 semaines ne t'aurait pas semblé plus imposante. Mais le comparatif des deux, il est vrai qu'est un peu différent. La montre paraît plus grosse. Mais en réalité, sur une taille de poignet classique, la montre fit parfaitement. Ouais, c'est vrai. Et il faut se dire aussi que, comme on a voulu cette montre automatique, un mouvement automatique qu'on va acheter chez Sellita ne pourra entrer que dans ce type de boîte-là. Il est difficile de faire plus petit. Et d'ailleurs, ça c'est une question un peu connexe à tout ça. C'est pourquoi la plupart du temps les marques justement fuient le mécanique manuel, le remontage manuel. C'est simplement, je pense, il y a des études de marché qui montrent qu'il y a Ouais. moins de demandes sur les Je pense. montres manuelles, enfin les montres mécaniques à remontage manuel. Les marques aussi en proposent beaucoup moins parce qu'il y a moins de mouvements. Il y a Ouais. une très belle marque, donc Unitas, tu dois connaître. Mais il est vrai qu'il y a très peu de marques de fournisseurs de mouvements qui proposent des mouvements à remontage mécanique. Il y en a encore dans des très grandes marques, hein, Ouais, bien ouais, entendu. bien sûr. Hein, Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on veut une belle montre, on veut qu'elle soit automatique. Ouais. Tu penses que c'est un peu une. Je pense que c'est nous, on est des puristes en fait, on aime bien, mais la plupart des gens recherchent pas. Ils ont la flemme. Ouais, c'est ça. Tu penses que c'est une histoire de flemme? Moi,
Je pense pas que le mot flemme soit adapté. C'est moi qui je te demande pas. C'est une question de goût, c'est une question, on aime bien qu'il y ait marqué automatique sur sa montre, Ouais, on aussi, aime bien qu'il y ait une montre à remontage automatique. Le côté aussi rotor qui tourne derrière, très ludique. Exactement. Ouais. Après, c'est des questions personnelles. Moi, par exemple, on fait beaucoup de cœur ouvert chez Frédéric Constant, on voit le mouvement. Ouais. Certains vont adorer, d'autres vont détester, mais les nouveaux arrivants dans l'horlogerie vont adorer voir le cœur du mouvement battre à travers le cadran. Moi, j'ai toujours, je n'ai jamais aimé. C'est vrai, c'est marrant. Ça a toujours été quelque voir chose. Le mouvement. Ouais, les cœurs ouverts de Frédéric Constant, ça n'a jamais été mon truc. Il y a plein d'autres modèles qui sont très mignons. Et pourtant, aujourd'hui, si tu me demandes quel est le best-seller de chez Frédéric Constant, c'est une montre cœur ouvert. C'est un cœur ouvert. Exactement. Votre best-seller, c'est autour de 1 000 €, non? C'est ça? Non, notre best-seller aujourd'hui, c'est 1 750 €. D'accord, ok. Voilà. C'est une montre cœur ouvert avec face de lune, puisqu'on aime bien cette complication qui fait très design sur une boîte classique. D'accord. C'est quand même 1 750 €, donc on parle quand même de... Tout à l'heure, tu parlais entre... Enfin, remarque, tu disais entre 1 000 et 2 000 €, mais là, on est quand même bien... Un peu sur la fourchette. En réalité, le prix ne compte pas. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vais dire. Ah, mais non. Non, mais... Regarde, on disait tous que le segment des montres entre 150 et 300 € était foutu. Ouais. D'accord. L'année dernière, on sort la Tsuyosa chez Citizen. Carton absolu. Magistral. Des dizaines de milliers de montres vendues. On l'ouvre au monde entier maintenant. Donc en fait, c'est pas une question de prix, c'est une question de... Il faut que la montre soit enviable, que les consommateurs veuillent l'acheter et ils trouvent le meilleur rapport qualité-prix possible. Si on arrive à avoir le bon design au bon prix, que ce soit une montre à 10 000 pour les personnes qui peuvent se l'acheter ou une montre à 300 €, la montre fonctionnera. Il faut juste trouver les goûts des consommateurs et leur volonté. C'est mon avis personnel, bien entendu. Non, c'est intéressant, mais je pense que ton avis est quand même celui de quelqu'un qui baigne dedans depuis quelques années. 15 ans, 16 ans, 17, je sais plus. On compte plus après. Comment tu vois l'avenir pour le groupe et puis pour Frédéric Constant? Alors l'avenir, il est... tout à l'heure, on parlait de synergie. L'avenir, c'est beaucoup de synergie, c'est beaucoup d'intégration de marché. Ici, on va diriger depuis Paris 5 ou 6 marchés européens. Je dirige en plus la Suisse. Mais on voit que dans le monde entier, Citizen quand même est très puissant. Donc on se sert de la puissance de nos filiales, Citizen, que ce soit États-Unis, que ce soit Angleterre, Japon, pour nous aider à développer Frédéric Constant. Donc l'avenir, c'est vraiment ces grandes synergies, puisqu'ils ont un réseau qui est gigantesque. Vous arrivez à vous appuyer sur ce réseau pour développer. Oui, puisque les marques dans ces pays-là font énormément de business, dont Citizen, notamment aux États-Unis, et c'est un soutien gigantesque de structure, de logistique et financier. Frédéric Constant n'est pas présente, est peu présente aux États-Unis. On est très présent aux États-Unis, mais beaucoup moins que Citizen. D'accord. Donc là, ça permet d'être un petit... Ça permet d'être partout. Et en Asie ? En Asie, on est aussi... Avec Frédéric Constant, on parle. En Asie, on va être très fort dans les marchés qui ont une grande appétence horlogère mature. Donc, on va parler du Japon, on va parler de la Corée du Sud. On est encore trop peu présent en Chine. C'est vraiment le marché, nous, du futur qu'il faudra arriver à développer. Ouais, c'est pas... C'est pas notre focus actuel. Pourtant, quand on voit le succès d'une marque comme Longines, qui est très classique, qui peut s'apparenter à Frédéric Constant sur le design, je pense qu'il y a quand même Tu parles en Asie ? Oui, en Asie, oui. Alors, Longines en Asie est présente depuis des dizaines d'années. Après, il y a peut-être le côté historique. Voilà, il y a le côté historique qui fait que je pense qu'ils sont présents depuis des dizaines d'années, 60, peut-être même plus. Nous étant une marque jeune, donc 35 ans, pénétrer un nouveau marché comme le marché chinois demande des investissements que l'on préfère mettre ailleurs. Ouais. Et c'est un marché, on voit, qui peut se retourner extrêmement vite aussi. Ils décident de fermer le pays, ils décident de changer les structures, de changer la politique. Enfin, c'est un côté très dangereux. Donc aujourd'hui, on préfère plutôt investir ailleurs que de faire un gros focus sur la Chine. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu décris des choses depuis le début là, de notre petite discussion, il y a quand même une gestion très
très précautionneuse, tu vois, quand tu parles de la France, voilà, on reste sur le marché, on veut pas non plus s'éparpiller, là, pour la Chine, on n'a pas envie de prendre un risque non plus énorme. C'est comme ça en interne ou c'est juste en apparence? Alors, c'est comme ça en interne, on l'est devenu. C'était moins comme ça quand on était indépendant. On était plutôt franc-tireur. On essayait et on voyait. Aujourd'hui, le fait, et on en parlait tout à l'heure, d'être intégré à ce groupe qui est coté en bourse à Tokyo, donc Citizen, nous fait faire des choses beaucoup plus précisément. C'est-à-dire que quand on fait des investissements, il faut que ce soit mesuré. Lorsqu'on lance une marque, il faut avoir un business plan sur les 5 prochaines années, il faut que ça tienne la route, que ce soit faisable et raisonnable. On ne peut plus se permettre, en appartenant à un groupe comme celui-ci, d'être franc-tireur comme à l'époque. Il y a une culture, je dirais, japonaise qui s'est installée dans alors moi, personnellement, je suis passionné de culture japonaise, donc elle s'est réinstallée. Elle s'est installée dans le sens de la sécurité, beaucoup. D'accord. Donc c'est pas genre le groupe arrive, et il achète une marque et c'est parti, on crame du cash, let's go, quoi. Alors on aurait parfois aimé. Je le cache pas. Mais en réalité, ils n'ont pas, comme tu dis, cramé du cash. Ils ont fait des investissements raisonnables et mesurés pour la pérennité de nos marques. C'est-à-dire que ce qui peut vraiment faire du mal à une marque, en réalité, c'est de progresser avec des progressions à 3 chiffres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute la structure va en pâtir. Mais nous, ce que l'on veut faire, c'est plutôt progresser doucement mais sûrement, avec 20-30% chaque année, ce qui est déjà énorme actuellement. Mais on a le potentiel parce qu'on est jeune, comme je l'ai dit. Mais tout ça est mesuré. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, je pense qu'on pourrait faire plus 80% avec Frédéric Constant, on va se contenter de rester à plus 30. Allez, plus 35, on va dire. Voilà, on va essayer de pousser un peu. Mais on va jamais aller sur les 80%. Pourquoi ? Parce que ça va tendre la structure et on risque plus de faire du mal à la marque qu'en réalité de faire des bonnes choses. Oui, puis vous voulez rester dans une cohérence en termes de produits qui est aussi nécessaire, je pense, pour la légitimité d'une marque. Oui, et plus que ça, aujourd'hui, le problème de l'horlogerie... Alors, on a un dicton dans l'horlogerie, peut-être qu'on te l'a déjà dit dans tes podcasts, c'est que quand toute l'horlogerie va bien, on livre mal, et quand l'horlogerie va mal, on livre mal aussi. En fait, le problème de l'horlogerie, c'est la production. C'est la capacité de production des marques. Parfois, c'est vrai que les consommateurs nous disent « mais je veux pas attendre ». Mais en réalité, créer une montre, c'est tellement minutieux, ça prend énormément de temps. Il faut qu'on puisse se le remettre. On parlait d'automobile aussi au début, mais limite, créer un mouvement manufacture, c'est plus compliqué que créer un moteur de voiture. C'est plus minutieux, etc. Ça prend plus de temps. Et en fait, la capacité de production des grandes manufactures, c'est pas eux qui veulent bloquer forcément, c'est simplement que ça prend du temps de créer des montres. Et qu'on peut pas dire demain, je double ma capacité de production parce que déjà, il y a une pénurie d'horlogers en Suisse. Il faut savoir. Et c'est très compliqué. Comment tu vois les choses, comment tu vois ce marché de l'horlogerie ces dernières années qui s'est extrêmement développé et qui a vu apparaître genre plein de marques récentes? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te fait plutôt peur? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui prouve que le marché est dynamique? Moi, je pense plutôt que ça me stimule. C'est bien pour le monde de l'horlogerie. Il y a deux choses qui... Parce que ça te fait quand même des concurrences, quoi. Enfin, alors, moi, je pense qu'il faut tout pour faire un monde, que les marques ne se concurrencent pas, mais qu'elles s'élèvent. D'accord. La première chose, on a tous eu peur, ou pas, d'ailleurs. Il y a eu des périodes dans l'horlogerie. Il y a eu l'avènement du quartz, qui a fait chuter certaines marques horlogères qui n'étaient pas assez matures pour ouvrir les yeux et se dire « mince, il y a un monstre qui arrive en face ». Ensuite, l'avènement des smartwatches. Quand on a vu l'arrivée d'Apple, beaucoup se sont dit « c'est un objet, ça n'est pas une montre, ça ne va rien faire à l'horlogerie ». Apple, aujourd'hui, c'est le plus gros vendeur de montres au monde. Ouais. Voilà. Sauf que ça sert aussi à mettre des montres au poignet des jeunes consommateurs de 14, 15, 16 ans qui un jour viendront à l'horlogerie. L'arrivée des marques indépendantes, des nouvelles marques françaises, des nouvelles marques étrangères, etc. C'est une par jour, là, en ce moment. C'est une par jour. Alors, ça peut être trop. Je pense qu'elles ne vont pas toutes rester. Déjà, comme tout essai, il y en a qui vont réussir et d'autres non. Mais ça apporte aussi un dynamisme à ce monde de l'horlogerie dont on a besoin. Une émulation. Et surtout, ça fait un petit peu réfléchir les marques
comme on disait, qui sont quand même des marques centenaires, bicentenaires, et ça les fait un petit peu sortir de leur carcan en disant mince, il faut qu'on se bouge, parce qu'il faut qu'on arrive à proposer quelque chose qui va en face de ces nouveaux arrivants. Mais je pense qu'il y a aussi une bienveillance entre... Alors, je sais pas si c'est moi qui suis très naïve. Très candide. Ce qui est totalement possible. Hein. C'est bien, tu es gentil. Tu as mais bon non, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine bienveillance dans ce secteur horloger français entre les marques, entre elles. Alors, je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est une bienveillance, oui. En tout cas, on se respecte tous. Ouais. On va éviter de se tirer dans les pattes. Et ce qu'on aime dire aussi dans ces réunions, dans ces cocktails dans lesquels on se voit, c'est on ne sait pas où on sera dans 10 ans. Donc, on va éviter de se tirer dans les pattes parce que si demain, je dois embaucher le directeur d'une autre marque, il faut mieux éviter qu'il ait critiqué la marque Frédéric Constant. Donc, voilà. Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, pour revenir sur la partie smartwatch que tu viens d'évoquer, c'est quelque chose qui va continuer de vivre chez FC ou chez Frédéric Constant, ou c'est parce que vous avez fait des smartwatch. Alors voilà, il y en a toujours. On a été précurseur en ouais. 2015. Des smartwatch qui ressemblent pas d'ailleurs à des smartwatch. C'est des montres un peu plus hybrides. Exactement. Qui ressemblent à des vraies montres. Alors on va continuer. Des vraies montres. Ils tapent dans les genoux là. Non, pas du tout. Non, ce sont des vraies montres, c'est-à-dire il y a des aiguilles. Ouais. Qui ne sont pas digitales. Des montres analogiques. Exactement. Donc oui et non, on est en train d'y réfléchir. Ouais. On est en train de suivre les nouvelles tendances. Nous, notre stratégie, ça va plus être aller dans des nouvelles façons de mettre des énergies dans les montres. D'accord. Voilà, j'en dis pas plus. Intéressant. Mais c'est des choses qui sont très intéressantes. Il y a beaucoup de politique RSE, beaucoup de choses à faire dans ce niveau-là. Les marques de montres sont très en retard et on va s'engouffrer dans tout ça, mais de façon réfléchie et pas du tout faire juste une montre avec un matériau de boîte différent pour dire qu'on est green. Voilà. Nous, ça va être beaucoup plus réfléchi. Vous avez ça dans les petites surprises qui viennent cette année, on va voir ça. Non, ça prend plus de temps, comme je l'ai dit, ça va être très réfléchi. Ouais. Ça sera annoncé. Je pense pas cette année, mais voilà, il y a beaucoup de choses dans le pipe, comme tu aimes à dire, et c'est très intéressant pour nous. On a hâte. Super. 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 Marine. Non, moi j'ai rien à ajouter. Bon alors génial. Écoute, merci Johan. Merci à vous surtout. Merci à toi Johan. Ouais, merci de nous avoir reçus dans les locaux de FCE désormais, Frédéric Constant Europe. Frédéric Constant Europe te reçoit tous les jours. Bon alors. C'est noté. Marine, t'as vu, on a l'invite. Non, merci pour cette discussion qui était voilà, comme à chaque fois dans le podcast, ouverte, libre et très 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 franche. Je pense que ça plaira à tous ceux qui suivent le podcast. D'ailleurs, merci à tous, n'est-ce pas Marine? Oui, merci de nous suivre, c'est très sympathique à vous. Exactement, et n'hésitez pas à mettre une petite étoile, un 5 ou un, je sais pas ce qu'il y a sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify. N'hésitez pas à noter, à mettre un petit commentaire, c'est toujours très cool pour le podcast. Et puis on remercie une nouvelle fois Johan et on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Et si je peux dire une dernière chose, merci à vous pour une raison très simple. Faire découvrir l'horlogerie, c'est aider le milieu, c'est aider les marques, et tout ça, c'est grâce à vous. Avec grand plaisir. C'est gentil, merci. Notre cœur bat pour la montre, de toute façon. On va continuer. On va continuer ardemment. Merci. Allez, ciao, à plus. Ciao.